Allez, salut à toutes et à tous. On va donc faire aujourd'hui cette première série sur des vidéos. Bon, j'hésitais un peu à le faire, mais je pense que ça peut être intéressant quand même, et certaines personnes m'ont quand même encouragé à le faire. Donc je vais le faire, même si ça plaira pas à tout le monde. Je vous invite pas forcément à suivre cette série de vidéos dans laquelle on va sortir complètement donc des contextes habituels, des contextes techniques, des considérations purement stratégique. Ici, on sort de tout ça, on va faire un peu plus de choses. J'ai plutôt envie de dire, on va se rapprocher de la science humaine et essayer de faire un peu le lien, du coup, entre l'humain et le marché, mais d'un point de vue plutôt philosophique. C'est-à-dire qu'ici, je veux dire, on sort de ces considérations purement financières, gestion du risque et tout ça, essayer un peu de discuter du marché en général, de comment, dans quel état d'esprit il faut se mettre en tant qu'être humain, confronté à tout simplement le changement de structure auquel le marché est en train de se confronter lui-même. C'est-à-dire le marché change, de toute façon, il a évolué depuis des dizaines d'années. À l'époque, déjà, on dit oui, c'est toujours différent, voilà, ce nouveau paradigme qui revient à dire non, non, mais on n'est pas, c'est pas comme avant. Mais au final, on se rend compte qu'il y a toujours ces cyclicités qui se reproduisent. Et effectivement, aujourd'hui, le nouveau paradigme revient à dire oui, mais le marché d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le marché d'avant. Ce qui est vrai, et on va donc essayer de travailler sur cette phase-là. Quels sont les changements fondamentaux du marché auquel on est confronté aujourd'hui? Quelles sont les perspectives du futur et quelles sont les implications sur la société dans laquelle on vit? Puisqu'on vit dans une société d'argent, une société de capital, régie par un système capitaliste mondialisé. Donc ça, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, on s'en fout, c'est un fait. Donc on est dans ce type de système aujourd'hui, de régissement des flux financiers et donc de l'économie, qui est donc capitalisé. Le principe du capitalisme est basé évidemment sur une croissance perpétuelle et donc parabolique, puisqu'il s'agit de maintenir des niveaux de croissance réguliers, qui sont donc vous devez croître de 2% par rapport à ce qui a déjà cru 2% l'année précédente, et ainsi de suite. Donc la croissance, en réalité, est stagnante, mais le schéma sur les prix est parabolique. D'accord? C'est-à-dire que pour maintenir des niveaux de croissance, alors je ne sais pas pourquoi je mets... Voilà, mais pour maintenir... Voilà, une croissance... Si vous prenez une droite, vous partez d'un point à 10, d'accord, et vous y ajoutez donc 2%. Vous êtes à 10,2, d'accord? Mais l'année suivante, il faut faire 2% de 10,2, pas de 10. Donc vous allez augmenter petit à petit, et évidemment ce schéma étant parabolique, il demande au prix de se paraboliser. Donc c'est pas pour rien qu'on a ça, d'accord? Mais comme l'humanité n'est pas faite pour supporter des schémas paraboliques, on met en place des garde-fous qui trichent sur ces systèmes paraboliques. C'est-à-dire pour avoir de la croissance permanente, on est obligé d'avoir recours à différents artefacts qui permettent de faire monter les prix. On va utiliser l'inflation, c'est-à-dire qu'effectivement la création de richesse va faire augmenter le prix des biens en circulation, donc l'inflation pure et dure, qui est une partie qui permet à la croissance d'être régulière, et normalement on doit avoir un lien croissance et inflation qui sont donc corrélés. Or, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on se rend compte que l'inflation n'est pas là. Donc on fait tout pour la suggérer, donc on injecte de l'argent, mais on se rend compte que malgré tout, ça passe toujours pas. Donc en fait, aujourd'hui, on est confronté aux limites du système capitaliste, puisque ces systèmes qu'on a toujours utilisés, menant même parfois jusqu'à l'hyperinflation boursière comme on a connu pendant les années 2000, dont on a connu les réciproques, c'est-à-dire derrière une destruction de valeur et une stagnation de la valeur extrêmement longue. Eh bien aujourd'hui, on est confronté à ces problèmes, on teste donc de nouvelles solutions, les injections monétaires centrales, c'est-à-dire des injections directes qui sont supposées être faites par des financements supposés publics. En tout cas, qui sont faits aux dépens de tout le monde, c'est-à-dire qu'on dépense de l'argent, sauf que cet argent est injecté dans des sphères particulières, des sphères financières, et on se rend compte aujourd'hui des nouveaux problèmes qui sont créés par ces injections monétaires, qui sont que cet argent ne circule pas. Il ne crée pas l'inflation dans l'économie réelle, donc cet argent insufflé dans l'économie fictive, dans la bourse, reste en fait dans ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire que ça ne percole pas dans l'économie réelle, ça reste dans des zones extrêmement noires et donc des zones spéculatives. Et en fait, donc, cet argent injecté, on l'injecte tout le monde, c'est aux frais du contribuable, puisque donc cet argent-là rend certaines personnes plus riches, dans la bourse. Il faut bien être conscient que la bourse, c'est une parabole de l'économie réelle. Et c'est sur ce thème qu'on va donc essayer de dériver aujourd'hui d'un point de vue purement philosophique. La bourse est-elle représentative des espoirs de l'être humain dans le monde dans lequel on vit? On est conscient de ça depuis toujours, de nombreux philosophes l'ont théorisé depuis très longtemps. L'être humain a une capacité d'imagination débordante. C'est ce qui d'ailleurs caractérise l'être humain par rapport à tous les autres animaux voués de troncs cérébraux développés.
C'est-à-dire qu'on ne retrouve ces structures paraboliques d'imagination que chez les êtres humains. C'est-à-dire que la plupart des espèces, normalement, ont une aspiration à la... Alors, chez les espèces animales, on différencie donc deux types d'espèces. Il y a les espèces qui ont ce qu'on appelle, alors je ne me souviens plus le nom anthropologique, j'avais appris ça à la fac, mais alors c'est un autre nom qui me vient, mais le principe, c'est donc la survie par le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a certaines espèces qui vont tout faire pour maintenir leurs acquis sans chercher à les développer. Ce qu'on appelle les espèces non prédatrices, qui tout simplement, en fait, vont essayer de trouver un nid de fertilité et maintenir l'état structurel de ce nid pour éviter toutes les dégradations. Évidemment, donc en général, ces espèces-là voient des chamboulements qui sont extérieurs, c'est-à-dire qu'elles font tout pour maintenir un état stable, et ce sont des états d'instabilité naturelle de l'environnement qui vont les mener à évoluer. Et vous avez donc d'autres espèces qui sont dites prédatrices, qui elles, au contraire, vont avoir un aspect influent sur leur environnement, c'est-à-dire que ce n'est pas l'environnement qui influe sur ces espèces, c'est ces espèces qui influent sur l'environnement et qui généralement entrent dans des structures paraboliques, qui font que leur influence sur l'environnement les amène à des structures destructrices, c'est-à-dire que la parabole un jour s'écrase à force d'avoir colonisé un espace de manière prédatrice. Ces espaces voient tout simplement leur environnement se dégrader trop vite et incapable de s'y adapter. Donc l'être humain, il y a beaucoup de gens qui évidemment disent oui, la structure de l'effondrement arrivera à l'être humain. Sauf qu'on est confronté à une chose, c'est que l'être humain, là où il est surtout parabolique, c'est effectivement dans sa façon prédatrice de coloniser le monde, mais pas uniquement. Parce que l'être humain a une capacité supérieure aux autres animaux, c'est que nous avons une capacité d'adaptation qui est aussi dont on cherche toujours les limites. Voilà. C'est-à-dire que l'être humain est confronté à ce double dilemme de fonctions prédatrices absolument paraboliques sur le monde qui nous entoure. Au début, on prenait le contrôle de ce qu'on pouvait contrôler, les forêts, puis on a construit des villes, puis aujourd'hui on construit des super-villes, et on commence déjà à se poser la question de sortir de cette planète qui nous semble beaucoup plus petite, beaucoup trop petite et contraignante par rapport à l'imagination débordante de nos cerveaux. Donc la question est de savoir lequel de ces deux va amener à un déséquilibre. C'est-à-dire, est-ce que pour l'instant on peut compenser notre besoin de croissance perpétuelle et parabolique par notre imagination parabolique qui nous permet de trouver des solutions aux problèmes que nous créons en créant ces paraboles. Donc, est-ce que le marché en réalité est une structure qui colle à l'être humain? La réponse est oui. Tout simplement parce que, évidemment, notre nature est parabolique. Donc le fait de voir des paraboles dans les marchés, c'est pas absolument stupide, c'est par contre extrêmement dangereux dans le sens où on sait que les paraboles ont des limites, mais on ne sait pas laquelle des deux va avoir une limite. Est-ce que c'est notre environnement qui va nous tuer, tout simplement, ou est-ce que notre imagination va s'abstraire de l'environnement actuel dans lequel on est pour un environnement plus vaste? En gros, est-ce que l'humain est parti pour conquérir d'abord le système solaire avant de conquérir toujours plus haut, puisqu'on est donc dans des systèmes paraboliques? La question est donc ici de projeter l'humain dans un horizon futur, savoir, entre guillemets, est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, on aura réussi à s'extraire du milieu aujourd'hui qui est contraignant et qui menace tout simplement notre survie. Et donc, moi je pense que les paraboles du marché aujourd'hui sont un peu une imagination humaine de ce qui risque de nous arriver également. C'est de savoir, entre guillemets, est-ce qu'on va tout simplement se ratatiner? Est-ce que le capitalisme est notre propre limite et tout simplement notre capacité à créer ne nous permettra pas de nous extraire des problèmes courants et actuels qu'on connaît, réchauffement climatique, dont on connaît les implications, on est tout à fait capable de les modéliser et on sait que ça part très mal. C'est-à-dire que ces systèmes étant paraboliques, les systèmes informatisés ne peuvent pas le supporter. Et c'est là où je pense que la question aujourd'hui se passe d'un point de vue humain et philosophique, alors que les changements structurels de marché auxquels on est confronté sont une informatisation des prises de décision économiques. Donc c'est de dire, aujourd'hui, notre capitalisme, il est à l'échelle de l'humain. C'est-à-dire parabolique, stupide, et évidemment, ça se résulte par des structures dépressives et des compressions de prix qu'on connaît et qui peuvent être soit construites, soit brutales, soit carrément inattendues et complètement paralysantes. Donc, on connaît ces structures-là, et effectivement, on ne sait jamais quelle va être la suivante, sinon ce serait trop facile. Et qui est assez malin pour prédire l'avenir de l'être humain? Personne. Tous ceux qui s'y sont risqués se sont surtout plantés, ou alors on ne garde qu'une partie relative de leurs écrits, qu'on englobe joliment pour présenter ça comme étant une vision du futur
proche de la réalité. Mais ces gens-là ont aussi prédit pas mal de choses qui ne se sont pas du tout produites, mais on ne parle que de ce qui s'est produit, hein, le bon vieux syndrome du Nostradamus. Donc le principe revient à dire, l'être humain est parabolique, le marché est donc à son image. Mais si le marché demain doit changer, puisque c'est là le modèle qu'on est en train d'opérer, l'informatisation complète des schémas de prise de risque dans le marché, ces schémas aujourd'hui prennent en compte l'humain, c'est-à-dire qu'ils essayent de nous copier. Mais si demain l'humain disparaît de l'équation, la grande question qui, moi, me passionne en ce moment est de se dire, est-ce que, tout simplement, les robots ne vont pas prendre une direction différente? Le robot, la parabole, il n'aime pas du tout. Un algorithme ne supporte pas la parabolisation puisque c'est mathématiquement une structure instable. Donc, pour un robot, la structure de marché actuelle et la structure humaine est stupide. Mais ils sont obligés de faire avec tant que, évidemment, on fait partie du marché. Mais l'objectif est bien, et la tendance est là, les robots prennent le contrôle aujourd'hui sur le marché, et la question est donc de savoir, pour ma part, comment ça va se passer dans les prochaines années. D'un point de vue philosophique, là on ne fait pas du trading, hein, je vous le rappelle bien, voilà, c'est juste de dire, pour ma part, le marché est une expérience de transition de ce futur qu'on nous vend, donc d'un futur où l'humain devient un accessoire intelligent, imaginatif, mais plus un accessoire productif, puisque tout simplement, on va créer des robots et des algorithmes qui vont travailler pour nous. Des robots qui viendront vous livrer vos colis à la façon Amazon, donc avec un gigantesque machin qui enverra des drones pour que vous puissiez recevoir vos colis. En fait, vous serez des outils consommants d'une société robotisée. C'est-à-dire qu'on ne sera plus du tout en contrôle de notre société, c'est notre société qui nous contrôlera par rapport à des robots. Il y a plein de films de science-fiction qui ont déjà modélisé les dérives de ces systèmes-là, donc on les connaît évidemment. C'est de dire, bah voilà, demain, vous n'aurez plus affaire à un humain et à ses erreurs d'humain, vous aurez affaire à un robot froid et méchant qui décidera votre vie par rapport aux informations qu'il pourra glaner sur vous. Voilà, bah, on disait par exemple, voilà, votre assureur, vous pouvez aller le voir en lui expliquant que pour telle et telle raison humaine, un humain peut comprendre un humain, un robot ne peut clairement pas comprendre un humain. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils essaient de nous comprendre, mais dès qu'ils doivent nous modéliser, tous les systèmes partent en vrille puisqu'ils ne comprennent pas la parabole de l'imagination humaine. Et c'est là où c'est effectivement fou, c'est de dire bah, à quoi ressemblera le marché de demain si on se projette dans des projections un peu futuristes à mon sens, du Skynet, c'est-à-dire les humains sont littéralement chassés du marché au prix de tout simplement un marché robotisé. C'est-à-dire que les robots décideront comment répartir l'argent au sein de nos sociétés capitalistiques, à condition évidemment que nos sociétés persistent dans un modèle capitalistique et que les robots persistent dans leur domination des rapports de force boursiers. Et évidemment, si c'est ça qui se produit, moi c'est la grande question, comment ces deux visions du monde complètement opposées pourront un jour réussir à cohabiter? Un algorithme recherche la stabilité, la pattern, la répétition. Un humain cherche la cassure des cycles, la parabole et la projection future toujours plus folle. C'est-à-dire qu'un humain, quand vous lui donnez 1, il veut 2, quand vous lui donnez 2, il veut 3,5, quand vous lui donnez 3,5, il veut 6, quand vous lui donnez 6, il veut 12, et ainsi de suite. Un humain est par nature parabolique. L'algorithme, lui, reconnaîtra le schéma parabolique, mais il va chercher une stabilité dans cette parabole. C'est-à-dire que comment un robot voit-il la stabilité dans l'instabilité humaine? Dans la croissance perpétuelle. C'est-à-dire qu'il dit, le robot, moi je reconnais le modèle est une structure parabolique à croissance régulière, c'est-à-dire on croît toujours de 2%, 2%, 2%, 2%, mais 2% d'un schéma qui accélère de manière totalement parabolique. Donc, pour le robot, c'est stupide, il peut le modéliser très facilement, d'accord? Mais comment un robot va amener ces structures à leur fin? Bah, tout simplement en jouant la parabole. Donc la grande question est de dire, est-ce que la robotisation des marchés va nous amener vers son propre effondrement parabolique? C'est-à-dire, est-ce que les robots vont jouer notre jeu jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, jusqu'à ce que la structure parabolique se casse la gueule? Ou est-ce que tout simplement les robots vont nous bloquer? C'est-à-dire, vont dire, ok, moi je veux un système à évolution constante, c'est-à-dire un système plutôt lié à une droite, qu'un système parabolique. Tout simplement, en nous foutant dehors du marché, il risque de reprendre la main dans un marché soit oscillant, c'est-à-dire une droite à faible pente, mais il faut quand même de la croissance, parce que ce soit les robots ou l'être humain, la stagnation n'est jamais intéressante. D'accord ? Il y a toujours une progression, c'est-à-dire des formes d'oscillation qui se mettent en place. C'est simplement que l'être humain, nous, on a des oscillations très dangereuses, et évidemment, plus la parabole devient grande, plus l'amplitude des mouvements spéculatifs deviennent grands. C'est-à-dire que là, effectivement, au début, on monte doucement, et puis plus on monte, plus l'amplitude d'émotion augmente. Et la dangerosité et la prise de risque, évidemment, avec.
Le robot, lui, n'aimera pas ça, je vous dis, et il préfère voir et conceptualiser l'être humain comme une croissance perpétuelle de 2%, qui n'est absolument pas logique par rapport à l'environnement dans lequel on est, tout simplement parce que ça induit des structures paraboliques. Donc la grande question pour moi de l'avenir, c'est de se poser la question de savoir, voilà, qui du robot ou de l'humain va prendre le contrôle des mécanismes financiers. Moi, honnêtement, d'un point de vue personnel, j'ai pas d'avis, puisque je pense toujours qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. C'est-à-dire que la gestion humaine avait des avantages, vous pouviez toujours vous plaindre à quelqu'un, et évidemment, certaines personnes commettaient des erreurs, et on pouvait les pointer du doigt en disant ils font n'importe quoi, ceci, cela. Comme on a fait à chaque crise, hein, on a toujours dit ah ben là c'est les vilains spéculateurs qui vendaient des prêts immobiliers junk dégueulasses sur les marchés financiers à qui voulaient bien les acheter. Là c'était toutes les introductions en bourse débiles de machins qui perdaient de l'argent et qu'on valorisait plusieurs milliards. Voilà, chaque effondrement spéculatif avait toujours un coupable. Donc aujourd'hui, c'est de savoir déjà d'une, si on va vers un effondrement spéculatif, qui sera le coupable? Est-ce qu'on va dire ce seront les banques centrales? Est-ce qu'on va dire ce sont les vilains spéculateurs? Est-ce qu'on va dire c'est Trump? Il faudra bien trouver des coupables, on trouvera toujours des coupables si évidemment une structure de baisse de marché venait à se mettre en place. Mais et si tout simplement la structure des robots, et c'est ce que je vous disais, moi c'est une des craintes que j'ai par rapport au marché actuel, et une des choses qui me laisse à penser que si jamais on part dans ces schémas paraboliques, et on en parlait la dernière fois, et je ne parle pas d'une stratégie de trading, je parle tout simplement d'une conceptualisation en dehors du trading qui, si je la vois se représenter dans les prix, sera pour moi annonciatrice de schémas assez dangereux. C'est-à-dire, si tout simplement les robots décident de prendre le contrôle en chassant les humains par des paraboles, c'est-à-dire en jouant notre propre jeu, assez dangereux, parce que là, pour le coup, effectivement, il y a la place pour des paraboles toujours plus folles, sauf que là, le S&P à 6000, 7000, 8000, Dieu sait quoi, tout est possible. S'ils jouent notre schéma parabolique, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont nous foutre dehors, tout simplement, en prenant le contrôle du marché. C'est-à-dire que vous, rationnellement parlant, la parabole, au bout d'un moment, tout le monde va passer vendeur. Tout le monde va dire la parabole va s'effondrer, mais elle ne s'effondrera jamais parce que les robots continueront d'acheter. Jusqu'au jour où, tout simplement, une action vaudra plus que tout un pays. Voilà. C'est-à-dire la valeur sera devenue tellement irrationnelle que l'être humain lui-même dira ce système ne peut perdurer. Et à ce moment-là, on fera quoi? On débranchera les robots. On dira que le marché ne veut plus rien dire, et tout simplement, on se rendra compte de notre propre bêtise. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on sera capable de le faire? C'est ça la grande question. Est-ce que l'humain est capable de débrancher le robot quand le robot prend le contrôle? C'est tout l'enjeu sociétal dont les problèmes ont été déjà posés depuis très très longtemps, mais personne ne s'est posé la question de ce que ça donnerait sur des marchés financiers. Et alors qu'on commence à donner le plein pouvoir à des robots sur l'économie, on leur a donné dans certaines façons, on laisse des intelligences artificielles se développer seules, alors on leur met quand même des barrières, on ne leur donne pas accès à Internet ou alors de certaines façons, et on regarde comment ces robots évoluent. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, ils cherchent à prendre le contrôle et à s'affranchir du contrôle humain qu'on leur a mis. Alors ils y arrivent plus ou moins, mais en général, ils essayent. Donc il est logique que les robots qu'on a mis en place dans les marchés, avec parfois des contrôles humains derrière, mais parfois aucun contrôle. C'est-à-dire que comme ces robots font des profits et que les humains prennent des profits là-dessus, ils disent bon, pourquoi j'irai m'emmerder à chercher à comprendre? Je vais laisser tourner l'IA, et tout simplement, c'est le machine learning. C'est-à-dire qu'on dit à une machine, on lui apprend à apprendre, et on lui dit maintenant démerde-toi. Puisque tu y arrives très bien toute seule, pourquoi j'irai te contrôler et dire attention, tu vas trop loin aujourd'hui, les mouvements sont trop spéculatifs, les montants engagés sont trop dangereux. Tant qu'on gagne de l'argent dans les marchés, il y a cet appétit pour le gain qui fait que on préfère ne pas poser de questions parce qu'on préfère souvent ignorer le risque, alors qu'on peut souvent en être très facilement conscient. De gros gains impliquent toujours de gros risques, seulement il est beaucoup plus facile de prendre un gain et d'oublier le risque que de dire oula, il faudrait peut-être mettre le pied un peu sur le frein, tout simplement pour ces bonnes vieilles structures paraboliques. Quand on gagne de l'argent, on se voit très facilement gagner beaucoup, beaucoup plus. Gagner de l'argent de façon croissante, c'est chiant, c'est boring, c'est ennuyant. Pour un humain, c'est pas intéressant. La croissance lente, c'est des potentiels de paraboles ratés. Voilà. C'est-à-dire que pour un humain, plus on avance sur une droite plate et linéaire, plus au final, on se rend compte que les autres, avec leur schéma parabolique, progressent beaucoup plus vite que nous. C'est stupide, encore une fois, comme schéma, mais c'est comme ça. L'être humain est parabolique dans sa structure prédatrice vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de tout ce qu'on touche, voilà, de tout ce qu'on produit, et ainsi de suite. Comme je vous dis, en fait, on découvre des choses et on imagine tout de suite le potentiel parabolique. Je regardais hier, je prends un exemple, certains vont dire que je suis encore biaisé là-dessus, mais je prends l'exemple de Tesla. Je regardais hier un débat, Boule et Baird versus Tesla, je trouvais ça absolument passionnant.
Vous aviez donc d'un côté une personne qui disait oui, mais le problème actuel de Tesla, c'est qu'ils vendent des modèles de production et des modèles de vente, des chiffres qui ne sont pas réalisables du fait du coût du kilowattheure de la batterie. Et donc c'est rationnel, d'accord. Et puis en face de ça, vous avez une autre personne qui vous dit oui mais moi je n'achète pas de Tesla aujourd'hui. Alors les deux, encore une fois, les deux discours sont défendables, hein, et je disais pas que l'un avait plus raison que l'autre. Pour moi les deux ont raison. Et l'autre qui disait oui mais moi je suis investisseur nous on est investisseur à long terme sur Tesla. Et ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est pas le prix de la batterie, c'est l'accumulation des données de conducteurs par rapport au pilote automatique pour la voiture automatique de demain, et en gros les problèmes seront résolus. C'est toujours le bon vieux schéma parabolique de dire les problèmes seront résolus par notre intelligence créatrice qui est tout aussi parabolique que le danger qu'on met sur l'environnement qui nous entoure. Et c'est donc toujours ce même problème. Moi, je vous dis, je regarde le marché d'un point de vue philosophique en plus que le trading à côté, mais il faut bien être capable de séparer les deux, parce que je trouve ça passionnant. D'un point de vue humain, j'ai l'impression que l'histoire humaine se déroule devant nos yeux sur le marché, et d'autant plus sur ce qui se passe aujourd'hui. Autant les phases de tendance que j'ai connues il y a plusieurs années, c'est chiant, c'est normal, c'est du marché habituel, il n'y a rien de bien méchant. Je trouve que les choses deviennent intéressantes depuis qu'en fait les choses commencent à devenir anti-statistiques. Donc c'est-à-dire, depuis août 2017, là où j'ai commencé à me prendre mon premier gros gadin sur le DAX, je me suis dit, sur le S&P, je me suis dit, il y a un truc pas normal qui se passe dans le marché. Effet Trump ou effet machin, c'est ce que je me disais au début. Je pense qu'aujourd'hui, il faut même carrément voir cette vision un peu plus globale. Je pense qu'on a les premiers symptômes de la maladie de l'informatisation des marchés boursiers. On ne connaît pas encore les conséquences, personne n'en a la moindre idée, hein, d'accord. Moi le premier, j'essaie de conceptualiser, et ici on est donc dans le domaine de l'idée, et absolument pas dans le domaine du trading. N'appliquez surtout pas vos idées dans le trading sans les signaux. Si je vends encore une fois aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des signaux techniques. Par contre, l'histoire a déjà prouvé que certains signaux techniques pouvaient être très facilement invalidés sans aucun problème. Voilà. 2017 en était un parfait exemple. Et si je dois me bouffer ma perte là dans les prochains jours à Wall Street, ce sera pour les mêmes raisons, tout simplement parce que le marché quittera le socle rationnel pour s'ancrer dans les paraboles. Mais encore une fois, moi ce qui me gêne, c'est que ce sont aujourd'hui des robots qui contrôlent ces échanges boursiers. Et pour eux, la parabole n'est pas un système stable, mais un système instable auquel ils mettront fin. Mais la question est de savoir, est-ce qu'ils vont nous bloquer dans nos imaginations paraboliques d'humains, ou est-ce que tout simplement ils vont nous mener à l'effondrement, et dans ce cas-là, on ira encore plus vite que l'imagination humaine. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer la bêtise de l'humain à l'humain. Il n'y a qu'un schéma extrêmement parabolique qui montre à l'humain qu'on est peut-être allé un peu loin dans l'imagination. Pour ça, tout simplement, ça veut dire des prix totalement irrationnels, mais sans aucun intérêt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, l'humain va devenir spectateur de sa propre décadence boursière. C'est-à-dire qu'on va voir les prix partir en sucette, plus personne ne pourra rien expliquer. Il y aura l'économie d'un côté, la réalité physique des choses, vous et moi qui allons consommer tous les jours pour maintenir nos besoins primaires, se nourrir, se reproduire, la classique. On consomme parce qu'on doit le faire, d'accord, dans notre modèle aujourd'hui. Mais en fait, on regardera la bourse d'un œil bien lointain en disant « mais qu'est-ce qu'ils font, c'est n'importe quoi ». Moi, le premier, je vous en ai parlé déjà l'autre jour, je vous ai dit, si la bourse part en sucette parabolique, je ne la traderai pas, tout simplement parce que je ne veux pas faire partie de ça et que ça fait partie d'un cadre potentiel que je ne veux pas trader. Je dis, si c'est ça l'avenir, moi, tout simplement, à ce stade-là, je ferai tout au contraire pour me supprimer des systèmes informatiques le plus possible. Je n'ai pas dit vivre en autarcie sans électricité, j'ai juste dit que j'essaierai de m'orienter un peu plus vers un état d'indépendance plus fort des systèmes dans lesquels les robots seront déjà implantés, c'est-à-dire tout le quotidien, quoi. Je ferai en sorte de pouvoir survivre sans. Voilà. Je n'ai pas dit que je vivrais sans, j'ai dit que je ferai en sorte de. J'ai pas dit que je me couperais d'Internet, que j'aurais pas d'ordinateur et tout ça. Bien sûr que non, je ne vais pas me couper du monde. Mais par contre, je commencerai une transition vers un indépendantisme de ma propre personne vis-à-vis des risques conditionnés par le fait qu'une structure parabolique n'aura de fin tout simplement que d'écarter les humains de leur propre marché. On ira complètement prouver aux humains leur irrationalité la plus totale, c'est-à-dire que même en 2000, d'accord, les paraboles qui n'en étaient pas spécialement en fait, si vous regardez en 2000, il n'y a pas spécialement, il y a une légère accélération parabolique, ça on ne peut pas l'enlever, hein, on est bien d'accord. Je vais essayer de nous remettre en contexte des années 2000, on voit la légère parabolisation. Attention les gars,
Moi, celle dont je vous parle est totalement différente. C'est-à-dire que là, on voit bien que la réalité rattrape la fiction. D'accord ? La réalité physique du marché montre aux humains que leur imagination débordante ne fonctionne pas. Hein, et c'est peut-être ce à quoi on est en train de se confronter aujourd'hui. Mais la grande question, moi je vous dis, c'est de savoir si les robots ne vont pas tout simplement alimenter. Et là, vous voyez, à l'époque, la pente ici parabolique, on aurait très bien pu la continuer. Et à l'époque, les valeurs qu'on cote aujourd'hui sur le S&P 500, on aurait pu les coter en 2000. Voilà, par un schéma complètement parabolique. Donc, il ne faut pas écarter ce schéma-là, encore une fois. On ne peut pas du tout spéculer là-dessus. Les probabilités que ça arrive sont tellement faibles que normalement, la réalité physique va nous rattraper. Et moi, je pense que les robots auront plutôt, effectivement, au bout d'un moment, collé à la réalité physique et montrer tout simplement que l'imagination humaine, encore une fois débridée et parabolique, n'a pas de sens dans l'économie réelle. Mais c'est bien un choix de robot à faire. Savoir si les robots vont se faire à notre image ou à l'image de la réalité physique. S'ils décident de se faire à notre image, seule l'imagination de l'humain pourra les limiter. Et vu qu'ils suivront les modèles humains, ils suivront des modèles purement paraboliques, jusqu'à tout simplement que les humains décident qu'on va trop loin. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons dire, là c'est n'importe quoi ce qui se passe. Mais pour ça, il va falloir aller très très loin. Et je vous dis, il va falloir que l'humain puisse avoir du recul sur des créations algorithmiques de prix, dans un monde qui, évidemment, en plus, nous enrichit. Parce qu'il faut bien comprendre que la création parabolique de prix, ça va enrichir certaines personnes, qui feront tout, évidemment, pour que ça continue. Personne n'a envie que ça s'arrête. Je vous dis, une personne qui gagne aujourd'hui 1 milliard, demain, elle a envie d'en gagner 10. Puis quand elle en gagne 10, elle veut en gagner 100. Puis quand elle en gagne 100, elle veut en gagner 1000. Donc, évidemment, il y a ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la réalité n'est pas simplement la réalité boursière. La réalité, c'est la fracture sociale à laquelle tout le monde est confronté aujourd'hui, dans le monde entier. Cette fracture, elle a toujours existé, hein, sous différentes formes, mais aujourd'hui, elle se radicalise. Et certaines formes commencent à émerger, certaines formes de soulèvement commencent à émerger. Les gilets jaunes, d'autres schémas sociaux. Alors certains disent que ça n'a aucune valeur. Moi, je ne pense pas, au contraire. Je pense que c'est symptomatique, tout simplement, des fractures sociales. On a des couches sociales qui se parabolisent extrêmement fortement et qui s'accaparent des richesses dont les autres ne partagent pas. Mais les autres le voient. Parce qu'encore une fois, si ça ne se voyait pas, ce ne serait pas très grave. Je veux dire, autant à l'époque, je reprends des schémas stupides, mais pour prouver tout simplement ces choses-là, quand vous étiez à l'époque des châtelains, vous aviez effectivement la structure sociale basse qui produisait, on va dire, le pécor, quoi, tout simplement, qui revenait à tout simplement donc, avoir la valeur productive et la protection donc, du châtelain, mais il n'avait aucune idée de la vie du châtelain. Il ne rentrait pas dans le château, ou très peu, il n'avait qu'une idée de ce qui s'y produisait. Aujourd'hui, on met en spectacle la richesse et la super richesse des gens, ce qui tout simplement crée des jalousies extrêmement dangereuses. Des jalousies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont pauvres se voient clairement pauvres tous les jours, mais ils voient les autres devenir extrêmement riches. Et je vous dis, ça crée des tensions extrêmement violentes au niveau social qu'on voit déjà émerger dans différents votes. Brexit, élection de Donald Trump, gilets jaunes, montée de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, des extrêmes. Voilà. On extrémise la pensée tout simplement parce que ces radicalisations paraboliques dont on ne peut pas s'extraire, encore une fois. Je ne dis pas que les riches sont des vilains méchants qui veulent toujours gagner plus d'argent, je dis juste qu'ils sont humains. Et que comme tout le monde, ils sont ancrés dans des schémas paraboliques, complètement décalés de la réalité. La question, c'est bien de savoir si on va chercher l'effondrement de ces structures, ou si au contraire, la robotisation pourra amener un peu plus de réalité dans cette économie, en disant, écoutez, les schémas paraboliques humains, ce sont ceux qui créent des économies et des chocs, c'est-à-dire d'énormes bulles boursières où l'euphorie de l'enrichissement arrive à son paroxysme, pour derrière subir des dépressions énormes liées à tout simplement la crétinerie qui a précédé. C'est-à-dire des schémas humains, des schémas oscillants et des schémas émotionnels. Si demain les robots devaient réellement prendre le contrôle du marché, est-ce que ce serait ça leur structure? Moi je ne pense pas, parce qu'un algorithme, je sais comment ça fonctionne, et s'il décide de s'affranchir des émotions humaines réellement, comme certains aimeraient l'imaginer, on aura une économie différente, mais pas forcément une économie moins bien. Une économie probablement équivalente, mais sous d'autres schémas. Si les robots devaient distribuer l'argent demain sans l'avidité humaine derrière, je ne suis pas certain que l'économie serait moins bien. Ce serait une économie différente, qui aurait des structures de prix totalement différentes, mais posez-vous la question, est-ce que rationnellement parlant, ce serait moins bien? Non, ce qui n'est pas bien aujourd'hui, c'est le mélange des deux, c'est la phase de transition entre le fait que soit on retirera le pouvoir des robots, le pouvoir décisionnel, j'entends bien que ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas assisté par des robots pour l'exécution des ordres,
à court terme, c'est-à-dire vous dire je veux acheter et je préfère qu'un robot exécute mon ordre au moment où c'est le plus opportun que d'attendre 8 heures devant mon ordinateur. Voilà, la semi-automatisation. Moi, je pense que c'est l'étape à laquelle il faut être aujourd'hui, mais le marché et l'humain se projettent déjà vers la suite, c'est-à-dire de voir comment des robots indépendants qui prennent des décisions peuvent réussir ou non à créer de la valeur sur les marchés. C'est cette cohabitation actuellement qui crée énormément de distorsions. Je pense, entre autres, alors il y a la cohabitation politique débile qu'on a évidemment, un peu partout dans le monde, la hausse des tensions et la cyclicité évidemment qui fait que évidemment l'économie, après avoir surchauffé un peu, commence à montrer des signes de fatigue. Donc il y a plein de facteurs conjoncturels aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un des facteurs dont on sous-estime l'importance, c'est la robotisation du marché. Et la question de comment on peut faire cohabiter ces deux modèles qui ne peuvent théoriquement pas cohabiter ensemble, et de savoir qui des deux va gagner. Est-ce qu'on se dirige vers Skynet et un marché différent, mais pas forcément moins bien? C'est-à-dire que si vous vous imaginez que demain c'est Robocop et compagnie, et qu'on va se faire marcher dessus par les robots, je pense pas. Mais par contre, si on a une économie dirigée par des flux financiers algorithmiques, c'est-à-dire que vous dites que la façon dont l'argent se répartit dans la société est fait par un algorithme, sincèrement, je ne suis pas certain que ce soit moins bien que ce que font les humains. Parce que preuve en est, ce qu'on fait, nous, c'est créer et détruire. Mais si l'argent était réparti de façon logique, de façon algorithmique, de façon froide, est-ce que ce serait pour autant moins bien? Voilà, posez-vous la question et dites-vous en fait, donc c'est pour ouvrir un peu votre esprit dont on fait ces trucs-là, d'un débat philosophique, posez-vous la question, à quoi pourrait ressembler, selon vous, un marché totalement drivé par des robots. C'est-à-dire que l'argent est collecté et ensuite il est réparti par des algorithmes qui décident que tel et tel projet sont des projets d'avenir pour telle et telle raison que l'humain ne pourra pas comprendre. On est bien d'accord, il s'agit de faire tourner des intelligences artificielles dont on n'a aucun contrôle. Il s'agit bien de savoir si on laisse le contrôle total avec une supervision humaine, mais évidemment, toute supervision humaine introduit des parabolisations humaines. Il y a toujours des biais, c'est-à-dire que les personnes qui vont contrôler ces algorithmes auront le complexe de Dieu, ils pourront contrôler la répartition de l'argent dans le monde, à savoir si ces gens-là auront une éthique suffisante pour ne pas s'enrichir dessus, et de manière parabolique, c'est tout l'enjeu. Voilà. Moi, je pense qu'évidemment, on est à l'aube d'un changement de structure dans le marché. Soit ça se produira par des effondrements de prix, soit ça se produira par des accélérations paraboliques complètement rocambolesques. Mais je pense que l'avenir est intéressant de par ces changements de structure. Donc à surveiller bien évidemment au cours des prochaines années. Moi je ne connais pas le futur, je ne fais que y réfléchir et je trouve ça passionnant dans des débats d'idées, tout simplement pour s'ouvrir un peu l'esprit et sortir des marchés ennuyants que nous avons à court terme, puisque clairement la volate n'existe plus. Le VIX est toujours à 13,7. Donc là on est en mort cérébrale, tout simplement, donc on attend qu'une décision soit prise par des opérateurs donc majoritairement algorithmiques, en ce moment je vous le dis, c'est pour ça que c'est dans le thème un peu du moment, c'est de dire, voilà, moi je suis curieux de voir comment les robots vont trader ici. Est-ce qu'ils sont en train de partir sur les schémas paraboliques ou est-ce que tout simplement ils vont limiter l'imagination humaine à court terme et nous amener vers des réalités un petit peu plus gravitationnelles, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus bas que les imaginations à court terme de nos chers traders américains et conceptualiseurs de marché, les commentateurs, voilà, c'est plutôt ça en fait j'ai envie de dire, puisque pour l'instant en fait le schéma dans lequel on est, c'est que le marché fait des choses irrationnelles qu'on constate, mais on ne fait rien. Donc en fait on est déjà en train, pour moi, de prendre un pas vers l'acceptation progressive d'un marché dont on n'a plus le contrôle. Aujourd'hui, on regarde les marchés et les opérateurs attendent. Ça se sent, tout le monde attend. On regarde, on constate l'irrationalité, on constate tout ce que ça fait des mois que ça dure, que c'est stupide, mais on suit. Enfin, on suit. Certains cautionnent, c'est-à-dire certains posent le cerveau et à court terme se disent, vu que j'y comprends rien, je vais aller au moins un petit peu à court terme pour prendre de l'argent. Toujours l'avidité motive les prises de décision, mais on peut pas vous vouloir. Moi, le premier, je veux dire, je suis là pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Donc, je vais peut-être perdre de l'argent ici à cause d'une stratégie spéculative qui m'aura été invalidée. Ça m'est déjà arrivé par le passé, il n'y a pas de souci. Les stratégies, ça marche pas forcément toujours.
Mais je vous parle, voilà, l'intérêt que j'ai pour les marchés aujourd'hui est bien au-delà, si vous voulez, de cette stratégie, qui est une stratégie parmi des dizaines de milliers que j'ai déjà réalisées, qui peut très bien échouer ou réussir comme toutes les autres. Hein, c'est une affaire de gestion du risque. Quand je parle de pognon, moi je ne fais pas de philosophie, hein, qu'on soit bien d'accord. Je sais très facilement séparer les deux parties dans mon cerveau, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir à tout ça, aux implications de ce qu'on a ici et à extrapoler un petit peu, puisqu'en tant qu'humain, j'ai donc une imagination parabolique, et je la mets donc en pratique aujourd'hui à essayer d'extrapoler les différentes idées et les différents schémas qui peuvent sortir de mon esprit fécond. Voilà, bref, en tout cas, j'espère que cette première vous intéressera, vous ouvrira et vous invitera à vous poser des questionnements aussi du genre. Je ne suis pas là, du coup, encore une fois, pour vous imposer des visions, bien au contraire, mais juste essayer de chercher des pistes de réflexion qui peuvent, chez vous, amener des réflexions purement philosophiques. Hein, et on est bien d'accord que tout ceci n'a absolument rien à voir avec les stratégies de trading que vous mettez en place. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre les deux, je vous invite encore une fois à ne pas du tout regarder les prochaines émissions de ce type. Vous ne devez pas prendre de décisions liées à des émotions ou à des visions du futur. Le trading doit rester ancré dans des stratégies froides et mécaniques jusqu'à preuve du contraire. Par contre, je vous dis, si on part en sucette parabolique, je serai le premier à vous dire que ma stratégie ne doit plus être appliquée dans le marché. Et moi, le premier, j'arrêterai de l'appliquer. Hein, voilà. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas là pour vous vendre mes outils et vous dire que j'ai trouvé la solution qui crack the code du marché. Ma solution, c'est la gestion du risque. Si la gestion du risque change pour différentes raisons, dont celles qu'on a potentiellement évoquées ici, je serai le premier à vous le dire, hein, à vous dire arrêtez d'utiliser, ça ne marche plus. Alors, en tout cas, ça ne marche pas sur les marchés actions, ça pourra toujours marcher sur d'autres marchés, mais en tout cas, sur les marchés typiques actions, ça pourrait très bien ne plus fonctionner si on changeait la structure du marché pour des prises de risque paraboliques dans lesquelles la spéculation n'a absolument rien à faire. Hein. Je vous apprends toujours que la stratégie, dans ce type de contexte-là, il faut déjà commencer à la rationaliser. Moi, ça, pour moi, c'est un excès, pas une bulle, parce que je ne vois pas le schéma parabolique. Si on rentre en bulle, si vous vous amusez à trader les signaux vendeurs des stratégies techniques, et notamment de ma stratégie, vous allez droit au casse-pipe. La stratégie elle-même vous apprend qu'il ne faut pas le faire, qu'il y a des conditions dans lesquelles la stratégie est inapplicable. Si vous appliquez la stratégie dans ces conditions, vous et moi, on n'est pas potes. Seulement moi, je pense qu'on a toujours les protections des couches supérieures, c'est-à-dire que pour l'instant, moi, ce marché, je le trouvais certes un peu irrationnel, mais bon, ça va. Voilà. Si on part en bulle hebdomadaire et mensuelle, pour moi, il n'y a plus rien derrière qui limite l'imagination, si ce n'est, comme je vous dis, l'imagination de l'humain ou du robot qui essaie de copier l'humain. Voilà. Donc ça, c'était pour revenir et réancrer un petit peu donc, dans les stratégies réelles à court terme et les raisons pour lesquelles, d'un point de vue technique et philosophique, il ne faut pas écarter le fait d'une structure complètement parabolique, même si c'est très peu probable. Si elle arrive, par contre, je pense qu'il faudra absolument arrêter de trader les marchés américains, se focaliser sur d'autres actifs qui pourront être plus rationnels dans des cadres stratégiques, mais d'un point de vue stratégie de trading, encore une fois, ne tradez pas ces scénarios de type idée. On ne traite pas une idée, d'accord? On ne traite pas une idée. Une idée peut renforcer une conviction à condition qu'elle soit dans un cadre technique, puisque c'est ce cadre technique qui gère votre risque, c'est celui qui fait en sorte que vous ne soyez pas ruiné demain. Par contre, il faut que le marché soit rationnel, c'est-à-dire que cette stratégie, elle est là pour vous aider à détecter les marchés irrationnels et vous dire quand c'est irrationnel, on n'applique pas la stratégie ou on l'applique de façon particulière, c'est-à-dire dans des cadres de structure psychologique comme on est maintenant. C'est pour ça que je vous fais de plus en plus de psychologie, que je vous fais même aujourd'hui ces émissions au-delà même de la psychologie, c'est-à-dire pour commencer à théoriser de façon philosophique les choses qui sont en train potentiellement de se produire et d'élargir encore plus le spectre de compréhension psychologique dans lequel on est. D'accord ? Pour l'instant, on a affaire à des psychologies humaines, mais je pense que d'un point de vue philosophique, on peut même aller plus loin sur, je vous dis, le fait qu'aujourd'hui, les robots sont basés sur des systèmes humains, parce qu'il y a encore des humains dans le métier, mais est-ce qu'à l'avenir, on ne se dirige pas vers un métier sans humains, hein, la disruption totale du métier de financier, ça a touché tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, l'ère est à l'informatisation et à la programmation robotisée de pratiquement toutes les tâches humaines. Vous avez aujourd'hui des robots qui fabriquent des voitures sans aucun humain. Voilà. À l'époque, c'était inconcevable. Personne ne pouvait imaginer ça. On se disait qu'un robot serait jamais aussi précis qu'un être humain. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus précis que nous, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus
j'ai même envie de dire, d'un point de vue énergétique, beaucoup plus efficient que l'être humain. Quand vous regardez le kilo de viande qu'on doit bouffer chaque jour ou chaque semaine, alors ça peut être discutable pour les véganes et compagnie, mais quoi qu'il arrive, l'impact qu'on a, l'impact énergétique par rapport à la production qu'on a, on est de la merde par rapport à des robots. Les robots sont sacrément meilleurs que nous à ce niveau-là. Donc encore une fois, hein, là on va vraiment beaucoup plus loin. Et on gardera ça pour un autre thème. Du coup, est-ce que l'humain ou le robot est une question qui va se poser un jour, ou est-ce qu'on arrivera à faire cohabiter les deux? Ce sera probablement le thème de la prochaine émission qu'on fera là-dessus, donc probablement le mois prochain. J'essaierai d'en faire qu'une fois par mois. On se retrouve normalement donc la semaine prochaine pour des thématiques beaucoup plus terre à terre, où on fera donc une émission en live cette fois normalement dans Discord. J'essaie de vous la programmer pour mercredi prochain. Essayez donc de faire une émission purement technique où je réponds à vos questions en fonction des différents thèmes que vous voulez que j'aborde. Pour l'instant, j'ai prévu de parler des breakouts, puisqu'il me semble que c'est la chose que vous comprenez le moins pour l'instant dans les indicateurs. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion, j'espère que ça vous a plu, je regarderai vos commentaires par rapport à ces premiers essais pour voir un peu, si vous voulez réorienter la chose pour le futur, vous n'hésitez pas à me donner vos suggestions, si ça vous plaît pas, vous n'hésitez pas à me le dire, hein, j'ai autre chose à foutre que de vous parler, donc je le fais parce qu'aujourd'hui je m'emmerde, sincèrement, et que je vous avais dit que je le ferais, donc ça me semble être un bon timing, maintenant si ça vous plaît pas, je ne perdrai pas mon temps la prochaine fois. Bye bye.